On va parler des problèmes de phase, comment les écouter, les entendre et les repérer. Je vais tout vous apprendre dans cette vidéo. Des fois, vous pouvez passer à côté malheureusement, spécialement si vous êtes un petit peu débutant. La phase, c'est un des phénomènes les plus importants à vraiment comprendre, maîtriser dans l'audio, parce que concrètement, quand on mixe, on fait que gérer des phases entre elles. Premièrement, il faut qu'on parle un petit peu des contextes, c'est-à-dire la phase en soi. Nous, êtres humains, on n'est pas super sensible à la phase, c'est-à-dire la phase qui est fixe, des relations de phase entre différents signaux. Dès le moment où cette relation est fixe, qu'elle soit d'un état ou d'un autre, on n'y est pas très sensible. On va percevoir les effets de phase dès le moment où ils changent dans le temps. Là, on va très bien les entendre. Par contre, si je vous fais écouter un kick avec une certaine phase, comme ça, et par exemple que derrière, j'inverse la phase de gauche et droite, est-ce que vous êtes capable de faire la différence à l'oreille en comparant l'un et l'autre? La réponse est non. Bien qu'il y en a qui clament dire le contraire sur Internet, mais ça, c'est un autre topic. Donc, on sait qu'on n'est pas sensible au phénomène de phase fixe si on les compare les uns derrière les autres. Maintenant, quand on parle de phase, il faut définir aussi une chose qui soit vraiment claire, c'est que dans l'audio, on va parler de phase et ça a du sens de parler de phase dès le moment où il y a plusieurs signaux semés, mélangés entre eux. Si on parle d'un seul signal audio, la notion de phase n'a que très peu d'intérêt, j'ai envie de vous dire. Il y a des applications très spécifiques. Par exemple, on peut faire des rotations de phase dans une situation de mastering pour gagner un peu en headroom, en valeur pic, etc. J'ai déjà fait toute une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, allez checker ça. Donc, on va parler d'une situation qui est classique par rapport aux problèmes potentiels de phase. C'est l'enregistrement multi-mic, c'est-à-dire enregistrer une source avec plusieurs micros. Dès le moment où on va enregistrer une source avec plusieurs micros, on va avoir plusieurs fois le même signal enregistré, potentiellement avec des phases différentes, parce que ne serait-ce que la distance entre les micros par rapport à cette même source va changer complètement la phase dans l'enregistrement de notre signal. Donc ça va être en gros la situation number one dans laquelle vous allez avoir besoin de gérer la phase, de tendre l'oreille, d'écouter et de voir si vous ne pouvez pas améliorer les choses en gérant la phase. J'ai un petit exemple ici, j'ai des drums acoustiques où les choses n'ont pas été bien remises en phase. Je vous fais écouter ça tout de suite. Quand on écoute ça à premier abord, en fait, on pourrait se dire qu'il n'y a pas en soi de problème de phase. Parce que là, en soi, à l'écoute, on n'a absolument rien, il n'y a pas de problème en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas quelque chose qui cloche, il n'y a pas quelque chose qui sonne un peu phasey, comme on dit. Donc en soi, ce n'est pas un problème, la phase, la plupart du temps. La plupart du temps, c'est plutôt une solution, c'est un outil, c'est une manière, c'est une technique qu'on a à notre disposition pour aller manipuler différentes sources entre elles pour optimiser ou pour changer le son, tout simplement. Donc maintenant, on va comparer donc les mêmes drums qui sont hors phase, comme j'écris là, ou c'est pas complètement en phase, mais qui sont pas bien en phase par rapport à la même version où j'ai bien remis les choses en phase. Et en fait, c'est au moment même où on commence à aller checker la phase et on commence à la manipuler, qu'on va pouvoir se rendre compte que oui, on peut améliorer, on peut récupérer des fréquences grandement parce que dans l'exemple du haut en rose, il y a des choses qui sont annulées en termes de fréquences. On perd des choses, c'est pas forcément un problème, mais quand on enregistre une source, on veut enregistrer la source de la manière la plus intègre possible. Donc on veut éviter d'annuler des fréquences à cause de phénomènes de phase. Donc je vous refais écouter le hors phase et après je switch direct sur le en phase. Donc on sent clairement, là où c'est le plus obvious, c'est sur le kick et snare. Kick et snare récupèrent vraiment leur fréquence, sonne plus in your face et compagnie, parce qu'évidemment, on récupère de la fondamentale et tout. Le premier truc qu'il faut bien comprendre, qu'est-ce que je veux essayer de vous dire à travers ces exemples, c'est que la phase en soi n'a pas de justesse absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, entre guillemets, à part de rares exemples, mais globalement, on peut dire un truc, c'est que les relations de phase entre les signaux, il n'y a pas forcément une combinaison qui est la combinaison juste à 100%. C'est-à-dire au final, ce qui compte, c'est de comment ça sonne. Quand je suis venu ici dans ma partie verte rephasée, premièrement, je me suis aidé d'une aide visuelle qui est la waveform, évidemment, pour commencer. Mais en réalité, vous allez voir, je vais vous montrer, il n'y a pas de relation de phase parfaite à 100%. C'est-à-dire qu'au final, il faut quand même essayer et il faut écouter. Il n'y a pas d'autre vraie solution. Donc, si on vient voir ici, par exemple, ici, on a ce qu'on appelle nos overheads, c'est-à-dire, ça, c'est la piste de deux micros qui sont au-dessus, comme ça, de la batterie, pour faire très simple, qui prennent donc le
son un peu global de la batterie. Et si on regarde par exemple un coup de snare, qui est ici, alors ici, vous voyez que je l'ai bien remis en phase, c'est-à-dire que j'ai, en gros, par rapport à mes overheads, généralement c'est comme ça qu'on fait, on prend une base et on va recaler les sources sur cette base. Donc je prends mes overheads qui sont un peu l'ensemble de la batterie et je vais recaler mes différentes pistes. Donc là, j'ai dû reculer. J'ai dû retarder, si vous voulez, ma piste de snare parce que concrètement, le micro qui prend la snare et le micro qui va prendre cette même snare mais en overhead, il est plus loin, donc il va y avoir un retard sur ce micro-là. Donc pour rétablir les deux, il faut retarder le micro de snare. Et donc voilà, je l'ai fait ici, mais comme vous voyez, visuellement déjà, d'une part, il n'y a pas de solution exacte, on n'a pas exactement les mêmes waveforms, évidemment, donc on ne peut pas se fier à 100% à ce qu'on voit. Et surtout, j'ai envie de vous dire, ce qui compte, c'est vraiment d'écouter. Il y a un truc qui est important, c'est de remettre en gros la fondamentale de la snare en phase par rapport à ce qu'on a sur nos overheads, par exemple, parce que sinon il va y avoir une annulation pure du corps, du bas de la snare, idem pour le kick, mais à partir de là, il n'y a pas de juste ou de faux, c'est vraiment, on va checker, on va écouter différentes solutions et on va voir, on va trouver celle qui sonne le mieux, où on estime qu'on récupère le mieux la snare. Maintenant, si on regarde au-dessus ici, vous voyez que ça, c'est les overheads et la snare, elle est là. Donc, vous voyez qu'en vrai, la snare, elle est en avance, en fait, comparée aux overheads. On voit bien qu'elle commence par là. Ok, et ici, elle commence par là, elle est en retard. Et sur le micro de room, c'est encore pire parce que le micro de room est encore plus loin, donc il y a encore plus de retard. Donc vous voyez que voilà, ça c'est entre guillemets déphasé, mais c'est normal, c'est parce qu'on a différents micros qui sont à différentes distances de la même source, donc il va falloir rephaser ça. Et donc quand on écoute en solo ces drums-là en rose, il n'y a pas spécifiquement un problème qu'on entend. On entend que la batterie sonne pas de ouf, c'est sûr. La snare est un peu petite, on va dire, molle et pas ouf, le kick pareil. Et après, avec l'expérience, évidemment, on sait qu'en refaisant ça, on peut récupérer des fréquences et faire sonner ça beaucoup mieux, comme je l'ai fait là, par exemple, dans l'exemple envers. Donc, vous pouvez déjà vous rappeler de ça, c'est qu'en vrai, en termes de phase, il n'y a pas de justesse absolue. Et même si on parle de musique électronique, on parle de relation kick-basse, par exemple, ou la phase entre le kick et la basse, évidemment, on peut rephaser ça à 100%, mais je vous promets qu'il y aura des cas où des fois le fait d'être légèrement hors phase, ça peut amener un truc qui est cool artistiquement, ça sonne d'une certaine manière et ça va être fait comme ça. Et ça va bien sonner comme ça. Donc au final, la seule règle absolue quand on gère la phase de signaux, c'est l'oreille, c'est comment ça sonne. Il faut pas devenir un dictateur de l'oscilloscope et tout faire à l'oscilloscope sans réfléchir, en refaisant tout parfaitement, parce qu'en procédant de la sorte, vous allez passer à côté de certaines choses, d'une part, et d'une autre part, mixer, ça reste un art et surtout créer un feeling, et les feelings ne sortent pas forcément de toujours bien tout aligner en phase. Maintenant, il y a un phénomène qu'on peut apprendre à écouter pour repérer des potentiels problèmes de phase. Ce phénomène-là, ça s'appelle le comb filtering. Si vous voulez apprendre deep toutes ces choses-là sur la phase, je peux que vous conseiller d'aller checker ma formation Audio Basics. En même temps, ça supporte le channel et en plus, vous allez apprendre plein de choses, notamment tout ce qu'il y a à savoir sur la phase. Donc ce comb filtering, ça a lieu en fait dès le moment où on a deux sources identiques qui jouent, mais qui ont un délai entre eux. Donc par exemple ici j'ai une drum loops. Donc si je mets deux fois la même drum loop, ça donne ça, c'est simplement plus fort. Donc qu'est-ce qui se passe si maintenant je delay ne serait-ce que d'un sample, un des deux? Vous voyez que là, à un sample, les aigus prennent, il se passe quelque chose. Et en fait, un sample, c'est très très court, donc ça va toucher d'abord les aigus. Plus la valeur est petite dans le delay, plus ça touche les aigus, parce que plus on est aigu, plus on a des petites longueurs d'onde. Encore une fois, c'est les b.a.-ba de l'audio. Si vous ne comprenez pas tout ça, allez checker ma formation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle sonner phasey. Il n'y a pas vraiment de traduction en français. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais un peu plus, 10 samples par exemple? Donc ça, clairement, je pense que quand on parle de problème de phase, on réfère en fait à ça, à ce qu'on entend là, et ça, c'est ce qu'on appelle du comb filtering. Donc le comb filtering, vous pouvez le voir aussi sur un analyseur. De nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails trop, maintenant ce serait trop long, mais en gros, c'est une réponse en fréquence en peigne, comme on dit, comb filtering. Ok, vous voyez comme ça fait des creux, des bosses, des creux, des bosses. Si je remets à 0, si je mets 29 par exemple, et vous voyez que plus je mets de delay, plus le comb se resserre en fait. Si maintenant je mettais une toute petite valeur, je sais pas, par exemple 3, on peut essayer. Vous
voyez qu'ici, on en a que 2, 3. Si je mets 10, vous voyez qu'il y en a moins. Et donc, je pense que le comb filtering, quand c'est fixe comme ça, c'est un des seuls trucs qu'on peut vraiment catcher à l'oreille en tant qu'être humain. Et c'est ce qu'on identifie comme étant des problèmes de phase. Alors oui, c'est vrai, hein, si vous faites des trucs quand vous mixez, puis que d'un coup, vous avez une sensation d'avoir un comb filtering, c'est que très certainement, il y a un truc de phase, vous avez dû jouer avec des delays, des machins quelque part, et ça doit créer un comb filtering quelque part. Et si vous aimez pas ça, vous pouvez aller régler le problème. Mais encore une fois, est-ce que c'est faux? Pas forcément. Ça peut être aussi un choix artistique de créer un comb filtering sur un élément parce que ça sonne d'une telle manière. Faut garder toujours ça en tête. Si vous voulez d'autres vidéos sur comment vous améliorer en musique production, je peux que vous conseiller ces vidéos-là. Les gens, c'était Igor Chevalet, Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.